C'est début 2013 qu'on a été au courant qu'un traité de libre-échange allait être signé entre les États-Unis et les USA. Mais on reçoit peu d'informations sur ce traité. En quoi il consiste précisément? En fait, ce qu'on a appris, c'est qu'on allait négocier un traité qui s'appelle Partenariat transatlantique pour le commerce et l'investissement. Donc, c'est quelque chose qui aborde les thèmes traditionnels d'un accord de libre-échange, mais qui va au-delà puisqu'il concerne aussi l'investissement. Moi, j'ai envie de dire que c'est beaucoup plus qu'un accord de libre-échange, c'est la création d'un marché unique. Et nous, Européens, nous savons ce que ça veut dire, un marché unique. En gros, qu'est-ce qu'il y a dans le mandat de négociation conféré par les gouvernements de l'Union européenne à la Commission, puisqu'il faut savoir qu'en vertu des traités, c'est la Commission qui est le négociateur unique avec les États-Unis. Il y a essentiellement trois choses. Alors, il y a un peu de jargon. D'abord, abaisser, voire supprimer ce qu'on appelle les barrières tarifaires. En français, pour tout le monde, j'ai envie de dire, les barrières tarifaires sont les droits de douane. Pour l'essentiel, c'est vrai que la plupart des droits de douane entre l'Union européenne et les États-Unis ont disparu, sauf dans deux secteurs sensibles, le textile et l'agriculture. Alors, je pense qu'on reviendra sur l'agriculture, mais on ne peut pas balayer d'un revers de main, comme l'ont fait beaucoup de journaux dans les lendemains du 14 juin, après l'accord à Bruxelles pour commencer la négociation, en disant « Oh, l'abaissement des droits de douane, c'est indolore, c'est inodore, ça n'a pas de problème ». Il y a un gros problème avec l'agriculture. Deuxièmement, bien encore du jargon, c'est abaisser, voire supprimer ce qu'on appelle, cette fois-ci non plus les barrières tarifaires, mais les barrières non tarifaires. Alors qu'est-ce qu'il faut entendre par ce charabia? Bien, barrière non tarifaire signifie ce qu'on peut trouver dans la constitution d'un État, dans ses lois, dans ses règlements, dans ses décrets, et qui crée des normes. Nous avons une multitude de normes, par exemple des normes sociales, des normes sanitaires, des normes alimentaires, des normes écologiques ou environnementales, des normes techniques. Des normes techniques, il doit y en avoir des centaines de milliers, puisque pratiquement pour la fabrication de tout produit, que ce soit une automobile, une machine à laver, un frigidaire, il y a des normes techniques, afin le plus souvent d'assurer d'ailleurs la sécurité de l'utilisateur. Pardon. Eh bien, l'objectif de tout accord de libre-échange, en ce qui concerne les normes, c'est entre les deux parties qui négocient de les rendre compatibles, avec une volonté d'aller vers des normes qui sont les plus basses, les moins restrictives, les moins, j'ai envie de dire, les moins protectrices. Or, entre les États-Unis et les pays de l'Union européenne, il y a une énorme différence, parce que pour l'essentiel, à quelques exceptions près, les normes sont beaucoup moins protectrices aux États-Unis que dans les pays de l'Union européenne. Et donc, cet aspect de la négociation, qui concerne dans le mandat, ça s'appelle les réglementations, où sont spécifiquement visées les normes sanitaires et phytosanitaires, les normes techniques, etc., les normes sociales et les normes environnementales. C'est un article qui à lui seul les traite. Bien, c'est le danger que cette espèce de réduction au plus petit dénominateur commun, qu'on ne va pas appeler comme ça, qu'on va appeler rendre les règles compatibles, harmoniser les règles, ça c'est le vocabulaire pour faire avaler la pilule. Eh bien, ce que cela signifie, c'est que en fait,
on va profiter de cette négociation, et là on le voit bien que les industriels, les hommes d'affaires des deux côtés de l'Atlantique partagent le même objectif, avoir le moins de réglementation possible, le moins de normes sociales, le moins de normes sanitaires, le moins de normes alimentaires, le moins de normes environnementales possible, pour nous amener à un plus petit dénominateur commun dans lequel nous allons perdre beaucoup. Et pour assurer, troisième élément, et terminer le résumé de ce qui se trouve dans le mandat de négociation voulu par les Européens, je ne parle pas de ce que demandent les Américains, je parle de ce que proposent et demandent les Européens, eh bien c'est pour assurer avec certitude le démantèlement des normes qui seraient considérées comme, c'est le vocabulaire, plus rigoureuse que nécessaire. On va transférer des juridictions officielles vers le secteur privé le pouvoir de décider les normes que les firmes acceptent et celles qu'elles refusent. Ça s'appelle, dans le jargon, mécanisme de règlement des différends, mais ce sont en fait des groupes d'arbitrage privés qui n'ont rien à voir avec la justice, parce que la justice, ça suppose un tribunal. Un tribunal, c'est une institution permanente. Les groupes d'arbitrage sont créés au cas par cas. Un tribunal, ça suppose des magistrats qui sont protégés par des lois. Un groupe d'arbitrage est composé de personnes privées choisies par les parties. Un tribunal, ça fonctionne en public. Un groupe d'arbitrage, ça fonctionne dans le secret. Et puis un tribunal, quand il siège et il décide en première instance, on peut toujours aller en appel. Un groupe d'arbitrage ne connaît pas d'instance d'appel, sa décision est définitive et contraignante. On voit donc là qu'on est en présence d'une substitution. On remplace la justice, j'ai envie de dire les tribunaux de commerce, les tribunaux administratifs et même des instances comme le Conseil constitutionnel par des groupes d'arbitrage privés. Je prends un exemple très très concret. En septembre de l'an passé, à l'initiative d'une firme privée, d'une firme pétrolière américaine, un avocat français a déposé ce qu'on appelle dans notre jargon de droit constitutionnel une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité. C'est un système assez nouveau qui permet, quand la Cour de cassation donne son feu vert, de questionner le Conseil constitutionnel. Et la question était, est-ce que la loi qui interdit la prospection de gaz de schiste est conforme à la Constitution? La réponse était oui, mais ce que je veux dire comme exemple, c'est que si le mandat que les gouvernements, et en particulier le gouvernement français, ont conféré à la Commission européenne se réalise, eh bien, on ne questionnera plus le Conseil constitutionnel. On créera un groupe d'arbitrage privé ou une firme privée pourra mettre en cause les pouvoirs publics, que ce soit, et là le mandat le précise à de multiples reprises, que ce soit au niveau national, régional, départemental ou local. En fait, le troisième point, le troisième objectif de ce mandat de négociation pour les Européens, j'insiste encore, en tout cas pour les gouvernements européens, c'est de donner aux firmes privées le pouvoir de contester les normes, qu'elles soient élaborées, établies par un État, une région, un département ou une commune. C'est ça le projet en négociation. Mécanisme de règlement, il semblerait que l'Union européenne ne le veuille plus maintenant. En tout cas, c'est dans son mandat. Mais il ne faut pas se laisser impressionner par les rideaux de fumée que la Commission européenne est en train de lancer. Il faut savoir que la campagne à laquelle je ne suis qu'un des participants contre ce projet de marché unique transatlantique, elle se développe dans toute l'Europe et elle se développe à une vitesse plus grande en Allemagne qu'en France. Il y a déjà eu à Berlin, on n'a pas encore eu cela en France, une manifestation contre ce projet. Et donc il y a une inquiétude à la Commission européenne contre
cette montée en puissance d'une opposition, parce qu'ils ont tout misé sur le secret. Une fois de plus, c'est ça ce qu'on appelle la démocratie européenne. On règle le sort des peuples malgré eux et contre eux dans leur plus totale opacité. Maintenant que la campagne que nous menons lève le voile sur le contenu, il y a des réactions bien naturelles. Je rappelle quand même que ce mécanisme de règlement des différends, c'était le cœur d'un projet qui en 1997-98 s'appelait l'AMI, l'accord multilatéral sur l'investissement, pour lequel la France s'est retirée des négociations quand on en a connu le contenu. Donc, alors, on assiste maintenant à de l'enfumage de la Commission européenne qui sort des communiqués fracassants disant qu'elle suspend les négociations sur le mécanisme de règlement des différends et qu'elle le reporte à juin. Pour moi, qui suis de ceux qui sont informés sur le calendrier des négociations, je peux dire que c'est de la pure hypocrisie, parce qu'il n'était pas prévu de négocier ce point avant juin. Mais qu'est-ce qui se passe avant juin? Ben, il y a le 25 mai, l'élection du Parlement européen, et donc à Bruxelles, on a très peur d'un impact de l'information sur ce projet de marché unique transatlantique sur le résultat des élections. Et donc on fait comme si on reportait à juin une négociation qui de toute façon n'est pas prévue avant juin. À un moment, vous dites que les négociations sont secrètes, mais en même temps, c'est sans doute une nécessité pour que les Américains ne sachent pas les choses qu'on va demander. Enfin, c'est normal dans une négociation commerciale. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dire. C'est ce qu'on nous bassine depuis plus de 15 ans, les négociations pour l'Organisation mondiale du commerce. Et dès qu'il est question de concurrence, il faudrait le secret. Manifestement, la concurrence ne s'accommode pas de la démocratie et de la transparence qu'elle implique. Regardez dans un autre domaine, mais on ne s'éloigne pas très fort du sujet, les partenariats publics-privés. Les partenariats publics-privés, les conditions de la négociation sont secrètes, et même des élus municipaux ou régionaux qui doivent avaliser par un vote un accord de partenariat public-privé se voient interdire de connaître le contenu de cet accord. Manifestement, le primat de la concurrence est en contradiction totale avec les exigences de la démocratie. En plus, s'agissant de cette négociation avec les États-Unis, quand on sait, et elle l'a reconnu, que la Commission européenne, pour préparer le mandat qu'elle allait proposer aux 28 gouvernements, a tenu 119 réunions avec qui? Avec le monde des affaires et de la finance, qui a un siège en Europe et qui a un siège aux États-Unis. Comme si celui qu'on appelle le partenaire, bien qu'il nous espionne, n'était pas au courant des attentes et des craintes qui s'expriment du côté européen, comme si cet argument du secret avait la moindre pertinence. Non, c'est un argument sans fondement, sauf à considérer que son fondement, c'est le refus d'associer les peuples aux choix fondamentaux qui les concernent. Et cet accord, normalement, ça pourrait être une bonne chose parce que ça va amener plus de croissance, plus d'échanges. Donc ça, c'est une bonne chose par principe, non? C'est la tarte à la crème. Moi, je ne connais pas de projets néolibéraux qu'on ne nous ait pas présentés au nom de la croissance et de l'emploi. Même le traité constitutionnel européen en 2005, c'était bon pour la croissance et pour l'emploi. Et je me souviens qu'en 1997, quand le député vert Yves Cochet questionnait un certain Dominique Strauss-Kahn, à l'époque ministre de l'économie et des finances, sur une rumeur concernant des négociations déjà elles aussi secrètes sur le fameux accord multilatéral sur l'investissement, Monsieur Strauss-Kahn tenait un discours du style « Dormez en paix, bonne gens, rassurez-vous », il s'adressait aux élus de la nation, ce sera bon pour la croissance et ce sera bon pour l'emploi. C'est la tarte à la crème. Toutes les concessions que l'on fait à cette course effrénée au profit qui est aujourd'hui devenue la règle
sont justifiés par la croissance et l'emploi, et cela ne se vérifie pas. En plus, la Commission européenne et le Conseil des ministres européens ont validé une étude d'un centre de recherche basé à Londres, qui est une institution tout à fait sérieuse et tout à fait respectable. Mais l'usage que l'on fait des résultats de cette étude relève d'un scandale, de ce que je n'hésite pas à appeler une malhonnêteté intellectuelle massive. Parce que les auteurs de cette étude ont pris d'infinies précautions et ont demandé que leurs conclusions soient utilisées avec beaucoup de prudence, à prendre avec des pincettes, parce que l'exercice, s'il est facile de faire des prévisions sur la réduction des droits de douane, il est beaucoup plus difficile de mesurer l'impact sur la croissance et sur la création d'emplois de la modification d'une norme sociale ou d'une norme environnementale ou d'une norme pour la construction d'une automobile. Ils le disent, mais cela, les journalistes, les gouvernements, la Commission européenne qui utilisent et qui brandissent ce rapport ne le disent jamais. Pas plus qu'ils ne disent que les projections faites dans ce rapport sont à l'horizon 2027, c'est-à-dire dans 13 ans. Ça, on ne nous dit jamais. On nous balance des chiffres sans jamais nous dire que c'est pour dans 13 ans. Et qu'est-ce que c'est dans 13 ans ? Eh bien, une augmentation escomptée du PIB, du produit intérieur brut, de 0,5% et une création d'emplois entre 300 et 500 000 emplois en 2027, alors qu'il y a 26 millions et demi de chômeurs dans l'Europe des 27 en 2013. Voilà les bénéfices plantureux de ce marché unique. Par contre, si ce qui est présenté comme des avantages en matière de croissance et d'emploi est minable et ridicule, comme l'indique cette étude, ce qui sera loin d'être dérisoire, ce seront les acquis pour le secteur privé. Le secteur privé qui va se trouver en capacité de démanteler les normes sociales, sanitaires, alimentaires, environnementales, techniques qu'il considérera comme des obstacles. Le secteur privé qui se verra autorisé à investir ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, comme il veut, et à en retirer tout le bénéfice qu'il veut. Le secteur privé qui va réaliser en fait ce rêve qui était exprimé dans une interview dans l'hebdomadaire Newsweek le 1er février 1999 par ce grand ami des peuples qui s'appelle David Rockefeller et qui disait qu'il lui paraissait que le secteur privé était l'entité la plus adéquate pour remplacer les gouvernements. Le grand marché transatlantique, c'est la réalisation de ce rêve de David Rockefeller, remplacer les gouvernements par le secteur privé.